Dr Wendling, j'étais médecin du travail et j'ai pris une fonction de médecin-inspecteur. Et aujourd'hui, je vais vous parler du risque lié aux fumées chirurgicales, au bloc opératoire, un risque vraiment méconnu qui concerne une grosse population de salariés et notamment les soignants. On va passer ensemble en revue finalement les dangers liés à l'émission des fumées chirurgicales et notamment la présence des particules ultra fines, mais également des composants de type COV et voir ensemble toutes les mesures de prévention qui peuvent être mises en œuvre et qui malheureusement en France sont largement insuffisantes au regard d'autres pays européens. Eh ben, bienvenue pour la dernière conférence pour les courageux. Alors on va faire un petit voyage en bloc opératoire, donc on va vraiment sortir de la thématique fiche de données de sécurité. Là je vous annonce tout de suite, la fiche de données de sécurité elle ne servira à rien du tout. Malgré tout, Quarks pourra nous être utile puisque vous allez voir que l'étude permet d'identifier les composants principaux de la fumée chirurgicale. Je vais vous expliquer aussi d'où vient cette fumée chirurgicale. Et ça va permettre éventuellement de créer un espèce de pseudo-produit fumée chirurgicale. On va pouvoir introduire les composants par les codes CAS et puis également les aspects de quantification en pourcentage. Alors le petit sommaire, on va passer en revue les différentes technologies qui génèrent de la fumée chirurgicale, le public qui est concerné, la composition des fumées, comme je vous l'ai dit, les conséquences santé court, long terme. Alors, pas trop de réglementaires, parce qu'on en a vu ce matin, et puis sur l'aspect prévention du risque chimique, on sera vraiment sur les grandes règles de prévention. On va surtout voir les moyens de prévention prioritaires, notamment la prévention primaire, et puis ensuite de voir si ces dispositifs de prévention primaire sont efficaces sur la réduction de l'exposition, avec vraiment des études qui sont très récentes, qui ont montré l'impact. Et enfin, ce qui est pertinent en termes d'analyse atmosphérique et d'indices biologiques d'exposition qui pourraient être proposés sur des populations exposées. Alors, d'où vient cette fumée chirurgicale ? Eh bien, la fumée est tout simplement issue d'instruments qui utilisent l'énergie électrique et finalement qui va être transformée en énergie thermique pour à la fois disséquer mais également cautériser les tissus organiques. L'idée, c'est de remplacer finalement le bistouri acier qui, lui, ne va pas gérer tout ce qui est saignement. Donc là, on va avoir un double effet, à la fois la coupe, mais également la gestion du saignement et l'hémostase. Alors, différentes techniques qu'on va voir un peu plus précisément, que vous voyez là. Et la fumée va être en quantité déterminée à la fois par la technologie utilisée de découpe, mais également la typologie des tissus coupés, l'énergie utilisée, il y a beaucoup de facteurs, l'intensité, la puissance et la durée d'utilisation. Alors, le dispositif le plus utilisé actuellement, c'est le bistouri électrique. 85% des procédures, c'est ce bistouri électrique avec deux techniques, une technique monopolaire, bipolaire. La technique monopolaire, c'est tout simplement une électrode d'un côté qui est une électrode active qui sera finalement le bistouri, l'électrode neutre qui sera à distance, souvent posée sous le patient, avec je dirais une distance importante. Première technique. Deuxième technique, trajet court, c'est un système bipolaire où en fait entre les deux parties de l'instrument, le courant va circuler, donc une pince. Et donc, entre les deux endroits, on va obtenir, vous voyez en bas des photos, finalement ce courant électrique qui va générer la chaleur et va entraîner soit la coupe, soit la coagulation. On est donc sur des technologies de haute fréquence, vous voyez entre 300 kHz et 3 MHz, qui permettent d'obtenir cet effet thermique. La tension va déterminer la température avec des effets variables. Le chirurgien va pouvoir agir là-dessus et on a des températures qui vont entre 70 degrés jusqu'à plus de 100 degrés avec des effets qui sont soit de type coagulation blanche, carbonisation, coagulation forcée ou vaporisation. Ça va déterminer également une quantité de fumée qui sera croissante en fonction de la température et également une typologie de ce qui est émis qui est un peu différente. Autre technique, le laser chirurgical qui est particulièrement utilisé en chirurgie ophtalmo. Donc là, on a beaucoup moins de fumée. L'idée, c'est d'être sur des zones extrêmement précises avec des zones de coupe très très précises.
également utilisé en chirurgie gynécologique avec des générateurs de laser et de lumière qui sont différents en fonction du matériau actif utilisé, des longueurs d'onde variables, des lasers de type régime pulsé ou continu et des énergies et des puissances variables. Des bistouris à ultrasons, donc là c'est finalement des techniques ultrasoniques entre 40 et 60 kHz, avec deux technologies, magnétostriction ou électrostriction. D'un côté, des champs magnétiques qui vont générer ces ultrasons par des lamelles de nickel. De l'autre côté, des ensembles de céramique qui se déforment en fonction du champ électrique appliqué et qui va générer de la même manière des augmentations de température, mais qui sont plus faibles, avoisinant en général 60 degrés, avec là, pareil, une quantité de fumée qui sera un peu différente et une typologie de fumée différente au niveau particulaire. Dernière technologie, la moins utilisée, mais qui est prometteuse, c'est le bistouri plasma blade, qui là transforme de l'argon liquide en plasma argon, qui va générer un jet de matière et qui, sans contact, donc pas de problématique de collage entre l'électrode et le tissu, va entraîner une augmentation de température, celle qui est souhaitée, qui va permettre la coupe, la nécrose, la carbonisation à des températures particulièrement faibles et qui permettra, là, c'est intéressant, d'avoir des niveaux de fumée générés beaucoup moins importants. Et puis pour le chirurgien, la problématique de la visibilité et de la gêne liée à la fumée qui est réduite, et puis moins d'odeur aussi. Alors, qui est concerné ? Vous avez vu 85% des procédures, c'est l'électrochirurgie. Donc, il y a plein de chirurgies qui utilisent ces techniques électrochirurgicales, que ce soit en chirurgie ouverte ou en laparoscopie. Donc là, on est dans la paroi. On va intervenir avec quelques trous abdominaux. Vous voyez là une chirurgie abdominale ou pelvienne où finalement les instruments vont être introduits. La fumée va être à l'intérieur, mais à un moment, elle va ressortir. Il y a de la chirurgie digestive, neurochirurgie, dermato. Vous voyez toute la liste des applications chirurgicales où sont utilisées ces techniques. Et vous voyez quand même 8200 infirmiers blocs qui sont concernés, 24 000 chirurgiens, une volumétrie d'intervention chirurgicale qui s'approche des 7 millions sur le nombre de chirurgies en 2019 dans 7400 blocs opératoires. Donc quand même pas mal de monde. La composition de la fumée, c'est ce qui va nous intéresser. 95% d'eau, donc de la vapeur d'eau, mais surtout une phase particulière, mais également des composés organiques volatiles et des gaz. On a des problématiques donc de risques potentiellement CMR en fonction des composants, de risques chimiques et de risques biologiques. Alors les risques biologiques, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais il y avait des questions qui se posaient autour du Covid. Actuellement, on pense qu'il n'y a pas de problématique. Compte tenu de l'augmentation de la température, le SARS-CoV-2 est thermosensible et qu'il n'y a pas de transmission possible par ces fumées chirurgicales. Par contre, est documenté les transmissions de HPV. On en parle beaucoup puisqu'il y a un vaccin qui est promu. Et donc, il y a des chirurgiens qui ont fait des pathologies de type papillomavirus au niveau du nasopharynx suite à des chirurgies où le virus est passé donc par le biais de la fumée vers le nasopharynx du chirurgien. Alors, première thématique, les particules. Alors, vous savez que les particules, c'est une problématique environnementale qui intéresse un peu tout le monde, l'OMS et d'autres. En fonction de la taille, finalement, ces particules vont aller à différents endroits et les plus fines vont aller jusqu'à l'alvéole. Et vous voyez là déjà qu'en fonction de la technologie dont on a parlé, que ce soit l'électrocoagulation, donc le bistouri électrique qui est utilisé majoritairement, on est vraiment sur quasiment de la nanoparticule. Sur le laser, on est sur des particules de taille un peu supérieure, mais toujours qui vont jusqu'à l'alvéole. Et donc, sur les scalpels à ultrasons, on est sur des particules de taille un peu supérieure. Donc, vous voyez déjà, la technologie va générer, au niveau particulaire, finalement, des PM2,5 qui vont être en quantité et surtout aller d'autant plus loin qu'elles sont plus petites. Alors, ces PM2,5 qui nous intéressent, ces particules de moins de 2,5 microns, on a des données par rapport à des études, notamment entre la concentration et l'effet, notamment des effets cruciaux pour la santé qui ont été établis par l'OMS et qui nous donnent au niveau environnemental, sur des périodes, donc là c'est des mesures d'air
extérieure, des niveaux recommandés qui sont quand même extrêmement bas, puisqu'on va sur des 5 microgrammes à 15 microgrammes attendus par mètre cube. Vous voyez également qu'en parallèle, en France, le HCSP, le Haut Conseil en santé publique, a déterminé des valeurs limites, cette fois-ci pour les environnements intérieurs, l'air avec des valeurs cibles, vous voyez, toujours autour de 10, 12, et des valeurs d'action rapide autour de 50. Gardez ces données à peu près, 50 microgrammes par mètre cube dans un environnement intérieur, valeur d'action, ça va vous donner les comparatifs par rapport à ce qu'on trouve en bloc opératoire et qui a pu être mesuré par des compteurs particulaires. Les voilà. Alors là, vous avez une étude qui a été publiée en septembre 2022 avec évidemment des pics qui montent au moment où l'outillage est utilisé, et puis ensuite des phases où je dirais, les fumées se diluent et où le chirurgien n'utilise plus son équipement, mais vous voyez que déjà sur les niveaux de pic, on atteint des 2258 microns par mètre cube, donc ce n'est pas neutre. Là, c'est une étude qui a été menée sur 14 interventions chirurgicales différentes et qui nous donne finalement des niveaux importants. Alors d'autant plus importants que les chirurgies ouvertes, je vous l'ai dit tout à l'heure. Malgré tout, les procédures laparoscopiques entraînent également des pics d'exposition. Une autre étude qui a été publiée en 2003, plus ancienne, sur de la chirurgie thyroïdienne. Vous voyez que là, pareil, on a à la fois des valeurs pic, concentration max, qui finalement se rapprochent de celles de l'étude de 2022, mais surtout des concentrations moyennes qui sont aux alentours de 140, donc largement au-dessus des valeurs HCSP qu'on a vues. Là, on est sur une étude sur 30 chirurgies, donc deux groupes de 15, vous verrez, puisque après, on verra... il a été mené les comparatifs avec et sans extraction de fumée, donc je vous montrerai à la fin les effets bénéfiques des dispositifs de prévention primaire qui sont essentiellement les extractions de fumée localisées. Étude de 2020, là vous voyez apparaître les effets liés à la puissance du dispositif sur des amygdalectomies totales. On peut comparer donc là sur des dispositifs où on utilise du 20 watts versus 12 watts, des rapports d'émissions particulières qui sont énormes puisqu'on est à quasiment 10 fois de rapport. Vous voyez qu'en augmentant de 8 watts de puissance, on multiplie par 10 l'émission de particules. Alors les composants, on a vu les particules, maintenant les composants gazeux. Des études qui ont été menées là en 2004 où on a retrouvé principalement 11 composants, dont un particulier. Enfin, il y en a 3 qui sont des composants CMR, mais il y en a un qui avait été retrouvé là au-delà de la valeur limite court terme qui est de 2 ppm, qui est le furfural ou le 2-furaldéhyde. Vous voyez qu'on avait sur cette évaluation 24 ppm, alors que la valeur limite est de 2 ppm. Alors là, on n'est pas sur de l'évaluation qui correspond à ce qu'inhale le chirurgien, puisque dans ce process d'évaluation, les prélèvements se sont faits à 2 cm de la zone d'émission, alors que voilà, le chirurgien est quand même plus loin. Et les 40 cm, c'est évidemment, il y a une réduction liée à la distance qui ne la permet pas vraiment de juger de vraiment ce qui est inhalé. Là, par contre, on a une étude très pointue qui a été menée en 2022, où vous voyez, il y a un dispositif expérimental qui a été, construit, un masque où d'un côté rentre l'air inhalé et sort l'air exhalé, et en même temps, c'est la petite zone entourée en rouge, un dispositif de captage qui est branché sur un dispositif de mesurage de spectrométrie de masse qui a été lancé sur 84 opérations chirurgicales, donc avec 44 chirurgies mini-invasives, 44 chirurgies ouvertes, et où on a pu par spectrométrie identifier non seulement tous les composants, mais en plus les concentrations sur l'ensemble de cette étude. Donc étude très pointue et très intéressante, puisque là on est quasiment dans la bouche du chirurgien et à la bonne distance. Qu'est-ce que ça donne ? Alors vous voyez que sur les composants CMR, je les ai regroupés là, vous avez déjà toute une liste, avec formaldéhyde, 1,3-butadiène, styrène, etc. Donc, vous avez tout le tableau.
Et puis on a quand même, sur des concentrations mesurées, 2 composants, notamment formaldéhyde et 1,3-butadiène, qui sont des CMR, des valeurs qui, en pic, atteignent les valeurs VLCT, donc pour le formaldéhyde qui est à 0,6, qui est dépassé, là, puisqu'on a 1 ppm. Et puis le 1,3-butadiène, pareil, voilà. On a quand même des choses qui sont préoccupantes sur des composants qui sont à la fois cancérogènes, mutagènes, classés CYRC1, C1A pour le 1,3-butadiène. Donc ce n'est pas très rassurant. Les chercheurs ont également, je dirais, regroupé l'ensemble des composants qui étaient cancérogènes, mutagènes, irritants et toxiques. Ils sont arrivés à quasiment 10 ppm de concentration max sur l'ensemble et la totalité de ces composants. Là, vous voyez qu'on est finalement sur une situation multi-exposition où on intègre chaque composant. Quel autre polluant gazeux non CMR? Vous voyez, on a une sacrée liste. Des composants qui sont classés à la fois en toxicité aiguë, mais surtout des irritants et en nombre particulièrement significatif. Finalement, ces polluants, on se rapproche finalement de la composition de la fumée de cigarette. D'ailleurs, il y a pas mal de publications qui font des analogies et qui essayent de quantifier, de dire, voilà, 1 heure de temps opératoire, c'est tant de cigarettes fumées. C'est un peu le message là je dirais, des infirmiers de bloc qui se mobilisent pour justement qu'on s'intéresse à cette problématique et que de la prévention soit mise en œuvre dans ce secteur d'activité. Alors, quelles conséquences? Alors, quand vous demandez au chirurgien quelles conséquences, il vous dit la conséquence, c'est que j'y vois rien. Ça, c'est son problème. Le problème de santé, il est plutôt minimisé et globalement, les médecins et les chirurgiens ne sont pas tellement préoccupés par les problématiques de santé, mais plutôt de problématiques évidemment d'activité et de visibilité sur ce qu'ils font et des conséquences liées à la non-visibilité. Quand on va sur des enquêtes où on s'intéresse vraiment sur la symptomatologie et de la gène clinique, alors là, vous avez une étude qui a été menée plutôt par enquête sur 567 professionnels. Vous voyez que 55% d'entre eux rapportent des maux de tête, 38% toux, sinusite ou rhinite. Donc plus de la moitié des gens concernés ont des symptômes sur le bloc opératoire. Une étude qui a été menée également en 2017 en Turquie sur un plus petit effectif. Donc les maux de tête en premier, avec 58% pour les médecins et 49% pour les infirmiers. Des larmements, des problèmes d'irritation au niveau donc des yeux et des voies respiratoires, de la toux, des maux de gorge et puis le nez qui coule. On peut s'interroger sur les problématiques allergiques, notamment en lien avec certains composés. Et effectivement, on se rend compte que les 2 composants dont on a parlé, notamment le formaldéhyde et le furfural, sont finalement 2 composants qui entraînent des problématiques allergiques qui sont identifiées, documentées, et même qui rentrent dans les tableaux des maladies professionnelles, puisque vous avez le tableau 43 qui mentionne des rhinites ou des asthmes liés au formaldéhyde, et le tableau 74 qui mentionne des conjonctivites, des asthmes liés à l'exposition au furfural. Donc des choses qui seront intéressantes à bien connaître par les médecins du travail du personnel hospitalier, ce que je prévois également d'intervenir au sein donc, de ce public. Alors, au long cours, se pose évidemment, on a parlé de la fumée de cigarette, donc du cancer du poumon. Donc, il y a très peu d'études de cohorte. Il y en a une qui a été faite, qui a été réalisée sur quasiment pas loin de 100 000 personnes, dans 86 000 infirmières. Et en rapportant tous les facteurs et tous les biais avec des analyses multivariées sur un suivi de cohorte, pour l'instant, on n'a pas montré de surrisque, puisque vous voyez que le risque relatif est à 0,99 et que l'activité de bloc en général n'augmente pas le risque de cancer du poumon. Mais c'est une première étude, on n'a pas beaucoup de choses à se mettre, de choses qui sont en dehors de cette étude-là sur le cancer du poumon en tout cas. Par contre, il y a une étude de 2021 qui a été publiée, pareil, sur une grosse cohorte, 71 000 infirmières,
qui montre là qu'il y a une augmentation des pathologies pulmonaires de type BPCO, c'est-à-dire les maladies pulmonaires chroniques obstructives, avec un risque plus élevé de l'ordre de 69%. Donc on voit que les premières études sur l'industrie du tabac, voilà, il y a eu des premières études, et puis finalement au fil du temps, on s'est rendu compte que la problématique de cancer pulmonaire apparaissait, mais ça nécessite de les multiplier. Donc là, on a déjà des indications, en tout cas d'impact sur les bronches et sur les fonctions respiratoires. Alors il faut savoir qu'évidemment, au bloc opératoire, on n'est pas qu'exposé aux fumées chirurgicales, on est aussi exposé aux gaz anesthésiants, mais également à des composants qui sont des composants désinfectants et qui sont également potentiellement des irritants, des allergisants. Et que, voilà. Donc là, on a une étude avec tout facteur d'exposition confondu. Alors, petite enquête et état des lieux sur finalement la prévention. De quoi on dispose. Vous voyez que sur les aspects équipement, si on va directement sur le dispositif d'évacuation des fumées chirurgicales en France, on est à peu près sur 36% d'équipement. Donc il y a quand même une majorité de blocs opératoires qui ne sont pas équipés. Le collectif Interbloc a fait une enquête de son côté, c'était 25%. L'information des salariés concernés est largement perfectible. Pour les dispositifs d'extraction, vous voyez que par rapport à l'Italie, on est tout aussi mauvais, que les Espagnols sont bien mieux, avec 50% de blocs. Et puis l'Allemagne, bravo, Dirk, chez toi, 71% des blocs sont équipés. Donc l'Allemagne est vraiment en avance par rapport aux autres pays européens en termes de prévention primaire. Au niveau de la réglementation, il y a d'autres pays qui sont en avance également dans le cadre de l'obligation, notamment le Danemark en Europe. C'est le premier pays qui a rendu obligatoire l'aspiration des fumées au bloc opératoire. Et 9 États des États-Unis qui sont listés là, qui ont rendu également obligatoire les dispositifs d'extraction des fumées. Au niveau français, on a des recommandations de la Société française d'hygiène hospitalière, mais également de l'INRS. Vous voyez que finalement, ce qui est recommandé, c'est le captage à la source des fumées chirurgicales. Quand on prend le code du travail, sur lequel je ne vais pas m'appesantir, l'idée, c'est effectivement, quand il n'y a pas de substitution ou de suppression possible, ce qui est le cas, c'est d'assurer une ventilation suffisante et d'installer du captage et de la ventilation. On a également des données qui donnent des valeurs limites d'exposition professionnelle qui sont sur 8 heures, notamment sur les poussières alvéolaires, qui sont en évolution avec, pour la prochaine valeur limite sur les poussières alvéolaires, un 900 microgrammes par mètre cube au 1er juillet 2023, c'est dans pas bien longtemps. Donc vous voyez par rapport aux valeurs pics qu'on avait, là on est sur des VLEP 8 heures, on sera très certainement en dessous. Vous voyez bien qu'il y a des différences énormes entre les valeurs limites professionnelles et ce qui est dans le champ, on va dire plutôt de la santé environnementale, avec des rapports énormes qui sont... Là, vous avez vu l'OMS, on est aux alentours de 10-15, là on est à 900, donc des décalages très importants. Malgré tout, l'idée c'est d'être sur les niveaux les plus faibles possibles. Voilà sur les aspects mesurage de l'exposition des travailleurs, notamment sur les CMR, les articles du Code du travail. Et puis sur le formaldéhyde, on a quand même les valeurs limites, VLEP contraignantes sur 8 heures, VLCT, le 1,3 butadiène, pareil, on a des valeurs limites contraignantes sur 8 heures qui sont fixées par la réglementation. Alors, réduire l'émission, on attaque la prévention. Je vous ai parlé de cette nouvelle technologie qui est le bistouri plasma, le plasma blade. Donc là, il y a une étude qui a été publiée, qui est également récente et qui permet de montrer que cette nouvelle technologie permet à la fois de modifier la typologie des particules émises, notamment leur taille, qui sera plus importante sur cette technologie, donc moins de particules nano-inhalables, premier avantage. Deuxième avantage, la concentration émise est jusqu'à 4 fois moins importante, notamment sur ce dispositif qui est le NTS 100.
Et enfin, beaucoup moins de composés dangereux. Et vous voyez la disparition des aromatiques avec les dispositifs plasma qui sont présents sur l'électrochirurgie, avec beaucoup moins de substances différentes émises. Donc une technologie intéressante sur l'émission de COV et également la quantité de particules PM2,5 émises. Deuxième solution, c'est les dispositifs d'extraction des fumées chirurgicales au bloc à la source, évidemment, qui sont associés à la fois des dispositifs de filtration de haute performance et puis du charbon actif pour éliminer les composés organiques volatiles. Alors vous voyez différents dispositifs de gauche à droite, et puis des dispositifs qui sont déconnectés de l'outil, qui sont en bas à gauche, qui sont aussi intéressants. Parce que l'outil, à partir du moment où il comporte ce dispositif d'aspiration qui est englobé et quelquefois plus encombrant, moins maniable, donc les chirurgiens l'adoptent pas forcément. Et puis sur la chirurgie laparoscopique, vous avez des dispositifs qui sont également adaptables avec des tuyaux d'aspiration qui peuvent être mis en œuvre pour extraire ces fumées. Alors je vais essayer de vous passer une petite vidéo pour vous montrer ce que ça peut donner entre un dispositif avec et sans, si ça fonctionne. Donc vous voyez à gauche le Pen Evac 1 avec le dispositif d'évacuation des fumées qui est activé, et à droite, donc là c'est sur du tissu hépatique, le même dispositif qui n'est pas activé. Il n'y a pas besoin de trop de démonstrations supplémentaires que celle-là, je pense, pour comprendre qu'effectivement la réduction en attaquant, je dirais, l'extraction directement à l'émission est vraiment quelque chose qu'il faut promouvoir. Qu'est-ce que ça donne en termes de résultats sur nos deux préoccupations qui sont d'un côté les PM2,5 et de l'autre côté les composés organiques volatiles? Alors là, on reprend l'étude de 2020 sur les amygdalectomies et vous voyez que pour chacune des puissances, on réduit d'un facteur 5 à un facteur 14 la quantité d'émissions particulières. Donc, évidemment, on ne les supprime pas complètement, mais on est sur des réductions vraiment très significatives. Vous voyez qu'à 20 watts, on est à 78 000 particules. Sur la même puissance, avec le dispositif d'extraction activé, on tombe à 5000. Donc, on est vraiment sur des réductions de risque vraiment significatives. Autre étude avec et sans extraction de fumée. Là, c'est sur des concentrations maximales en microgrammes par mètre cube, avec et sans. Vous voyez que sur les concentrations max, on divise par 10. Sur les concentrations moyennes, quand vous avez votre système d'extraction de fumée activé, vous êtes aux alentours de 10 microgrammes, dont on parlait tout au début de l'OMS. Donc, on est plutôt content. Sur les COV, pareil, des études qui ont été menées en comparant avec et sans, les COV totaux sur une table d'opération. Donc là, deux mesures, une mesure à 1,50 m de l'opérateur, une mesure à 3,50 m. Là, pareil, vous voyez qu'avec extracteur, sans extracteur, vous êtes sur des rapports qui divisent déjà par 3, donc on est déjà pas mal, sur la réduction d'exposition. Donc intéressant, étude qui a été menée donc, en 2020 pour celle-là, où ils avaient mis à la fois des moniteurs particulières, mais également des échantillonneurs passifs qui étaient positionnés sur les chirurgiens pour mesurer notamment le formaldéhyde. Alors, sur le formaldéhyde, voilà les résultats, toujours sur cette même étude, avec une réduction, vous voyez, avec et sans extracteur, à la fois à 1,50 m et à 3,50 m. On voit qu'à 3,50 m, quand même, on a du formaldéhyde et que grâce à l'extraction, on divise par 2, un peu plus que 2, les niveaux. Alors, ce n'est pas parfait, mais c'est déjà bien mieux. Au niveau de la surveillance, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre? Alors, on a vu que finalement, les indicateurs pertinents, c'est essentiellement les PM2,5. Donc, il y a du matériel de métrologie qui permet d'évaluer ces poussières alvéolaires. Le furfural a une valeur limite indicative, donc ça pourrait être mis en œuvre. Le formaldéhyde également, le 1,3-butadiène également. Et alors, sur les indicateurs biologiques d'exposition, on a la chance finalement d'avoir des indicateurs biologiques
dont la sensibilité et la spécificité seraient à préciser, mais je ne vais pas les détailler ici, mais qui existent, et notamment des dosages urinaires avec des valeurs indicatives qui permettraient éventuellement auprès de chirurgiens ou d'infirmiers de faire des séries de mesures et de se lancer sur des évaluations. On a des indicateurs pour le formaldéhyde avec l'acide formique urinaire et en fait sur le 1,3-butadiène avec les acides mercaptopuriques. Voilà les choses principales que je voulais vous partager. Donc en conclusion et en synthèse, la fumée chirurgicale, vous l'avez vu, comporte à la fois des particules fines, des agents chimiques dangereux et des composants CMR. Les répercussions sur la santé immédiate sont documentées. Vous avez vu quand même que la gêne est significative chez les opérateurs. Les données au long cours sont vraiment réduites et insuffisantes pour conclure. Il y a des tendances qui laissent penser qu'il y a matière à faire. Et puis, vous avez vu que la prévention primaire, avec à la fois d'un côté la réduction de l'émission et de l'autre côté l'évacuation, filtration des fumées, sont vraiment des choses qui sont essentielles et auxquelles les soignants sont sensibles, surtout les infirmiers. Et je vous remercie pour votre attention.